Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 38e épisode de notre podcast vétérinaire by Reverdy. Ce podcast fait suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé de DPIP ou de syndrome de Cushing avec notre veto Aneva. Hello Aneva, comment vas-tu ? Bonjour Florie, je vais bien, merci. On va reparler du coup de Cushing, enfin DPIP, tu vas me reprendre je pense. Est-ce que tu pourrais nous redire un petit peu, nous redéfinir la maladie ? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que c'est une maladie qui touche jusqu'à au moins 30% des chevaux, mais on parle même de 15 à 45% des chevaux. Des chevaux d'un certain âge ou... Oui, des chevaux seniors en tout cas. D'accord. Et senior, tu considères qu'il est senior à partir de quel âge à peu près ? À partir de 20 ans environ. Ok, merci. Alors, c'est une maladie qui se caractérise en fait par la neurodégénérescence des neurones dopaminergiques. Ça veut dire que ça résulte en fait en une diminution de la sécrétion de la dopamine. En fait, ça résulte dans le fait qu'une petite partie du cerveau s'emballe dans son activité, c'est-à-dire une petite partie dans l'hypophyse, en fait, c'est une petite glande en dessous du cerveau. Elle se met à croître, elle grossit, et elle va libérer une certaine hormone qui s'appelle l'ACTH. Et cette hormone, en fait, va encore influencer d'autres hormones dans le corps du cheval qui vont ensuite avoir des effets sur le cheval. Et donc, cette dérégulation de toutes ces hormones crée en quelque sorte un nombre de symptômes qu'on va certainement décrire juste après. Ok, merci. Donc, pour la faire très courte, c'est une neurodégénérescence dans le cerveau qui résulte en la sécrétion exagérée de certaines hormones, dont la CTH, et qui provoque tout un tas de symptômes que tu vas peut-être nous décrire maintenant. Le problème avec le syndrome de Cushing, en fait, c'est tous les symptômes que va causer cette maladie. Le cheval ne souffre pas directement de Cushing, mais de tous les symptômes que ça engendre, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, les symptômes les plus connus sont notamment, en fait, c'est quand la maladie est très avancée, notamment la fourbure, donc l'hypertrichose, donc ça veut dire les poils très longs et bouclés, une certaine léthargie aussi, les chevaux sont un peu amorphes quand on les voit, une fonte musculaire, un abdomen pendulaire, donc un abdomen en forme de poire. Il y a parfois aussi de la polyurie et de la polydipsie, ça veut dire que les chevaux ont une augmentation du volume des urines et ont une tendance à boire beaucoup. Donc en fait, ils ont une soif intense. Puis après, tout ce qui est infection récurrente et épisodes chroniques de toutes sortes de maladies, comme les maladies respiratoires, ce que je disais, des infections chroniques de la peau, des sinusites. Ouais, ça peut faire partie de ce genre d'infection. Oui. Okay. Et puis, parfois, les chevaux transpirent aussi anormalement, puisque voilà, ils ont des poils assez longs, ils ont des épisodes de transpiration marqués. D'accord. Après, il y a encore d'autres symptômes qui sont moins marqués, tels que la diminution des performances sportives, la baisse de fertilité. Puis après, peut-être aussi parfois des changements au niveau de la boîte cornée, mais ça se remarque moins facilement. Et puis aussi, ce qui est typique, ce qui devrait alerter aussi certains propriétaires, c'est un retard dans la mue printanière. D'accord. Ils gardent plus longtemps leurs poils. En fait, ils ont une mue anormale. Les poils restent collés longtemps et ça part plutôt par touffe plutôt que de partir progressivement en tout cas. Ok. Ok, donc il y a tout un tas de symptômes, certains plus ou moins marqués, et dont la fourbure que tu as évoquée en premier, c'est peut-être le plus connu et le plus grave, quoi. Oui, exactement. Oui, c'est quand la maladie est vraiment avancée. Ok. Comment tu diagnostiques cette maladie ? J'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus parler. Je ne sais pas s'il y en a de plus en plus ou c'est simplement qu'on en parle plus ou on la diagnostique mieux, je ne sais pas. Oui, c'est vrai que ça s'est démocratisé au fil des dernières années. En fait, le dépistage de la maladie repose sur un dosage du taux sanguin de l'ACTH.
Donc, il convient de prendre rendez-vous avec son vétérinaire. Puis ensuite, il va donc prélever du sang et il va l'envoyer en laboratoire pour pouvoir détecter un taux d'ACTH plasmatique normalement élevé. Donc après, en fonction de l'avancée de la maladie, l'ACTH va plus ou moins être augmenté selon un certain taux. Le moment où il faudrait tester son cheval, c'est plus ou moins à l'automne, parce que c'est le moment où l'ACTH augmente naturellement dans le sang. À l'automne, donc. Et c'est vrai que c'est plus indiqué de le tester à ce moment-là. Okay. Et le taux, en théorie, le taux d'ACTH est représentatif de l'évolution de la maladie? Plus il est élevé, plus c'est grave ou pas? Oui, en théorie, oui, mais il y a parfois aussi des chevaux qui ont des symptômes assez sévères avec un taux d'ACTH assez modéré. Donc oui, mais pas toujours. C'est pas faut pas tenir compte de ça uniquement, quoi. Oui, exactement. Ok. Et pendant le live, donc tu avais parlé de ça, et tu avais parlé aussi d'un autre moyen de diagnostiquer la maladie. Enfin, je ne sais pas si tu avais terminé avec le taux d'ACTH ou pas. Alors, c'est vrai que quand on a un doute, il y a plusieurs, mais ça se passe en clinique spécialisée. Il y a encore moyen de faire en effet des tests avec la TRH. Donc, on injecte la TRH, c'est l'hormone thyréotrope. Et cette hormone permet 10 minutes après de refaire une analyse. Enfin, en fait, cette hormone va générer la CTH dans le corps, en fait, et ça va permettre, oui ou non, de définir si le cheval réagit à cette hormone. Et en fonction de ça, on saura si vraiment le cheval est atteint de cette... Oui, exactement. Oui. Mais ça se fait plutôt en clinique spécialisée. C'est pas très facile à faire n'importe où. Mais c'est un moyen plus fiable, je peux dire ça comme ça, de valider un diagnostic, enfin, de valider ce diagnostic-là. Oui, certainement que ce sera plus fiable. Ok. Tu avais bien insisté aussi pendant le live, le taux d'ACTH, c'est important, mais tous les symptômes, c'est aussi... faut être bien vigilant. Comme tu disais, certains chevaux peuvent avoir un taux assez modéré, mais des symptômes assez marqués, donc il faut bien en tenir compte, quoi. Oui. Oui, exactement. Et puis, ce qu'il faudrait aussi faire, en fait, dans son bilan sanguin, tant qu'on y est, c'est de dépister tout ce qui est paramètres glucose, insuline, pour voir si le cheval est aussi atteint de dysrégulation de l'insuline. C'est une hormone, en fait, qui régule le sucre dans le sang. Et on sait que dans certaines études, environ 30% des chevaux sont dysrégulés dans leur insuline. Donc, c'est intéressant parce qu'en 30% des chevaux DPIP? Oui. Pas de toute la population de chevaux, mais 30% des chevaux atteints du syndrome de Cushing, enfin, atteints de DPIP, souffrent aussi d'une dysrégulation de l'insuline, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Et en fait, c'est important de le savoir parce que on va pouvoir adapter après la stratégie alimentaire en fonction des tests sanguins, en fait. Ok, donc ça aussi, tu avais bien insisté là-dessus. Est-ce que très rapidement, tu pourrais nous rappeler le traitement médicamenteux, et puis après, on passera surtout à la partie alimentation? Oui, il existe des traitements médicamenteux qui sont assez efficaces pour limiter en tout cas l'avancée ou la progression de la maladie. Donc c'est à définir avec son vétérinaire, hein, ce qui marche le mieux, mais en effet, il existe la molécule pergolide qui paraît être quand même vraiment efficace pour contenir les symptômes. Après, la maladie ne se guérit pas, c'est une question de gérer les symptômes. Et puis, lorsqu'il y a des crises de fourbure, bien sûr, il y a aussi possibilité de mettre en place encore d'autres thérapies médicamenteuses, mais ça, c'est vraiment à définir avec son vétérinaire selon le cas en cours, en fait. Ok. Maintenant, on va parler, si ça te va, directement de l'alimentation. Tu as bien dit tout à l'heure que, alors, dans tous les cas, pour un cheval qui souffre de DPIP, une prise en charge nutritionnelle adaptée est indispensable, de toute façon, si j'ai bien compris, et d'autant plus si le cheval souffre d'une dysrégulation de l'insuline. C'est exact? Oui, c'est ça. Ok, alors est-ce que maintenant tu pourrais nous donner un peu les différents cas de figure du cheval DPIP et comment on le nourrit, en fait, tout simplement? Oui, bien sûr. Alors, on pourrait essayer de diviser les chevaux dans différents groupes pour pouvoir cibler leurs besoins.
Dans tous les cas, pour ces chevaux-là, souvent une dysrégulation de l'insuline est présente, comme je disais. Donc, ce serait déjà bien d'avoir un foin qui n'est pas trop riche en sucre, c'est-à-dire environ 10-12% de sucre sur la matière sèche. Comment on fait pour... Pardon. Oui, alors on pourrait le faire analyser, donc on peut envoyer un pour savoir ça. échantillon, tout à fait, un échantillon chez nous. Ouais. Ou carrément l'envoyer dans un laboratoire, ça c'est possible aussi. Ou en tout cas, si on ne connaît pas la teneur en sucre soluble, mais qu'on veut quand même en lessiver une petite partie, on peut le faire tremper. Et des recherches récentes, justement, j'étais en train d'en lire il n'y a pas si longtemps que ça, des recherches récentes ont montré que finalement, dans les premières 15 minutes, on en lave ou on en lessive presque 10%. D'accord. Donc, c'est assez intéressant. En fait, sur des lots qui avaient des teneurs en sucre différentes, on en lessive donc plus ou moins 10%. Donc, ça permet déjà quand même de gagner ça. Ok, mais on parle bien de faire tremper. Il ne s'agit pas de mouiller le foin au jet, mais de le faire tremper dans de l'eau pour que, c'est assez facile à s'imaginer, pour que les sucres solubles se dissolvent, se lessivent, partent dans l'eau et ne soient plus dans le foin, en gros. Oui, exactement. Okay. Et du coup, tu recommandes de le faire tremper à peu près pendant combien de temps? Parce que trop, c'est pas bien non plus, j'imagine. C'est vrai que dans la littérature, il y a beaucoup de recommandations différentes, mais plus ou moins jusqu'à 2 heures. Jusqu'à 2 heures de temps. Mais, pour pas que ça macère, quoi, non plus, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais en fait, les premières 15 minutes seraient les plus importantes, malgré tout. D'accord, ok. Noté. Donc, soit un foin avec moins de 10% en gros de sucre soluble, pour éviter les apports en sucre. On peut faire analyser le foin, on le fait, ou le faire tremper pour lessiver une partie des sucres solubles dans l'eau directement. Oui. Et donc, si son cheval est en état et qu'il est donc PPID et qu'il est en état avec juste simplement du foin, on peut très bien lui distribuer un complément minéral et vitaminique comme l'Oligovit qui apporte du coup des oligo-éléments et des vitamines très assimilables. Donc ça, c'est dans le cas pour couvrir, ça c'est le minimum. Si le foin lui suffit pour se maintenir en état, le minimum pour couvrir ses besoins quotidiens, c'est un foin pauvre en sucre, une pierre de sel, de l'eau et un complément minéral et vitaminique, j'y arrive pas, pour couvrir ses besoins quotidiens. Exactement. Après, dans le cas où le cheval aurait peut-être une musculature insuffisante, c'est quand même la majorité des cas, et lorsque le fourrage est pauvre en protéines, c'est plutôt préférable de distribuer donc un correcteur de foin. Par exemple, le céréal free serait une option. Et l'avantage par rapport à un CMV, c'est que cela apporte des protéines de qualité riches en acides aminés, puis des oméga 3 aussi. Donc bonne protéine, bonne matière grasse, en gros, par rapport à un CMV en plus. Oui, exactement. Donc ça, c'est intéressant, c'est assez facile à distribuer, et puis il n'y a pas d'index glycémique sur cet aliment-là, donc il n'y a pas de risque en fait de perturber la glycémie. Après, en plus de la fonte musculaire, si le cheval est vraiment amaigri, il faudrait quand même lui distribuer un aliment complémentaire un petit peu plus énergique. Donc, plutôt se tourner vers un aliment qui est constitué de fibres et de matières grasses. Et par contre, il faudrait juste faire attention à la quantité d'amidon à ne pas dépasser pour 100 kg de poids vif par repas. Et donc, dans ce cas-là, c'est 30. Voilà, dans ce cas-là, c'est là-dessus. Oui, c'est ça. C'est 30 grammes d'amidon pour 100 kg de poids vif par repas. Et puis plutôt privilégier. Oui, maximum. C'est ça. Donc pour un cheval pour donner une idée, pour un cheval de 500 kg, ça fait maximum 150 grammes d'amidon par repas. Exactement. Et donc voilà, et donc ça, cette valeur, on doit en tenir compte pour notamment s'assurer de ne pas en donner trop par repas et pouvoir distribuer la ration quotidienne sur un nombre de repas suffisant, notamment pour ne pas dépasser cette valeur. Exactement. Merci. Je me permets de te recouper 30 grammes maximum d'amidon pour 100 kg de poids vif par repas. Ça, c'est la valeur à ne pas dépasser pour un cheval DPIP, mais qui n'est pas fourbu ou qui n'est pas sujet aux fourbures chroniques, il me semble. Et dans le cas d'un cheval DPIP et sujet aux fourbures, je crois que cette valeur est revue à la baisse. Oui, tout à fait. Pour des chevaux qui sont en fourbure,
on a plutôt une restriction des glucides à 15 grammes pour 100 kg de poids vif par repas. D'accord. Dans le cas où il est fourbu ou dans le cas où il est sujet à en faire dans le cas où il est fourbu, dans le cas où il est sujet, dans le cas où il est sujet à la fourbure. D'accord. Et quand il est en crise de fourbure, je ne sais pas si je peux parler comme ça, si possible, on revoit ça encore plus à la baisse, non? Oui, c'est possible. On essaie en tout cas de retirer tout ce qui est glucides, mais bon, malgré tout, c'est pas toujours tout à fait possible. Malgré tout, il reste le foin, etc. Mais on va en tout cas retirer les concentrés qui pourraient amener encore d'autres. On diminue un maximum, et cette valeur de 15 grammes pour 100 kg de poids vif par repas, c'est vraiment le max, quoi. Oui. C'est ça? Ok. Exactement. Ok, merci, c'est plus clair. Est-ce que je te laisse reprendre du coup là où tu en étais, là où je t'ai coupé, je suis désolée. Oui, en fait, après pour les chevaux qui ont une fonte musculaire, du coup, on va plutôt donc se tourner vers un aliment qui est constitué de fibres et de matières grasses. Et puis, qui manque un peu d'état général, quoi. Pas que c'est pas juste un petit peu de muscle, mais c'est plus de l'état général. On est d'accord? Oui, exactement. Ou fonte musculaire plus importante. Ok, vas-y, pardon, j'arrête. Exactement. Et l'aliment auquel on pourrait penser dans ces cas-là, c'est le reverdit spécifique énergie. Et du coup, il y a plutôt, une source de céréales plutôt lente, avec un amidon un petit peu moins digeste, contrairement à l'avoine, par exemple. Et c'est surtout un aliment qui est, comme je disais tout à l'heure, formulé sur la base de fibres et de matières grasses. Donc, va pas non plus générer un index glycémique, ou en tout cas qui n'aura pas un index glycémique très élevé. Par ailleurs, j'en profite aussi de dire que les flocons de céréales, eux, par contre, ont un index glycémique plutôt élevé, et que les chevaux qui ont des dysrégulations de l'insuline ne sont pas forcément... il ne faudrait mieux pas nourrir ces chevaux-là avec des aliments avec des index glycémiques élevés. De toute façon, il faut faire attention avec les flocons pour tous les chevaux et d'autant plus pour ces chevaux-là, quoi. Pour nous, c'est carrément à éviter. Oui, tout à fait. Yes. Et la mélasse aussi, j'imagine? Oui, et souvent, les floconnés sont en tout cas enrobés de mélasse, et la mélasse est un sous-produit de l'industrie sucrière, et elle a un index glycémique très très élevé, donc si on peut éviter, c'est mieux. Il y a même des granulés avec de la mélasse. En tout cas, pas de mélasse. Oui. Ok, donc en gros, pour tous les chevaux atteints de DPIP, attention au taux de sucre dans le foin. Si le foin suffit au cheval pour se maintenir en état, lui apporter simplement un complément minéral et vitaminique comme le minéral oligovite pour couvrir ses besoins en oligoéléments et en vitamines. Si le foin est pauvre en protéines ou que le cheval souffre d'une légère, on va dire, fonte musculaire, on peut simplement, à la place du CMV, le complémenter avec un aliment correcteur de céréales comme le céréal free, qui va en plus apporter donc des bonnes protéines et des matières grasses. Et si le cheval manquait vraiment d'état, et plus d'état général, on le passe plutôt sur un aliment, donc à la place du céréal free, on le passe plutôt sur un aliment comme l'adulte spécifique énergie. C'est ça? Oui, c'est bien. Et je crois qu'on peut les aider avec des suppléments nutritionnels aussi pour ceux qui manquent d'état. Oui, éventuellement, c'est possible de les supplémenter avec le fluor. Donc, c'est un complément avec des pro- et postbiotiques qui permet donc de valoriser la ration fourragère. Donc, les chevaux prendront de l'état plus facilement. Donc, ça, c'est intéressant. En plus de ça, on a la possibilité de rajouter de l'huile dans la ration, de l'oméga oil si jamais notre cheval est trop maigre. Donc, c'est une source énergétique assez intéressante pour les chevaux qui ont besoin de prendre de l'état, sans pour autant augmenter la part glucidique dans la ration. On peut les supplémenter tout à fait en vitamine E, qui est un antioxydant très puissant. Vitamine E naturelle, ça peut avoir des effets très positifs aussi sur toute l'immunité, enfin même sur leur fonctionnement. Ça c'est pas sur la prise d'état, c'est plus sur la santé générale et le système immunitaire, tu disais? Oui, exactement, puisque la vitamine E influe directement cela. Il y a aussi possibilité de leur donner de l'immune. Ce sont des bêta-glucans en fait qui permettent de stimuler plus ou moins l'immunité pendant les périodes difficiles.
Et par rapport à d'autres choses qui sont décrites dans la littérature, les chevaux fragiles, tels que les chevaux PPID, auraient plus ou moins intérêt à recevoir de la vitamine C aussi. Et les doses sont assez variables, hein, mais on parle finalement entre 1 à 2 grammes par jour jusqu'à 10 grammes 2 fois par jour. Mais après, cela mérite d'être introduit progressivement dans la ration, et quand on le retire, il faut le faire aussi progressivement, parce que ça peut influencer la production endogène en fait de la vitamine C du cheval. La production endogène, c'est-à-dire le fait que le cheval la produise lui-même. Oui. D'accord. Oui, donc ça, c'est plus par cure alors, la vitamine C. Oui, exactement. C'est par cure ou de manière permanente, mais dans ce cas-là, il faut le supplémenter toujours. Et puis, il y a eu des publications aussi qui ont montré qu'il y avait intérêt à supplémenter en vitamine B12, mais c'est pas très facile à trouver cela de manière détachée pour les chevaux, enfin, en tout cas de le trouver en matière première ou sans autre vitamine. Ouais, tout seul, quoi, on va dire. Okay. Tout seul, exactement. Mais par contre, dans notre spécifique, les formules sont renforcées, en tout cas en B12 et en vitamine C. Donc ça, c'est intéressant à savoir. D'accord, ok. Donc, côté supplément, pour la reprise d'état, favoriser la reprise d'état, on a le fluor et l'huile Omega Oil à introduire progressivement à la ration pour laisser le temps au cheval de l'assimiler correctement. Le myostimule aussi peut être intéressant dans le cas d'un manque de muscle. Oui, éventuellement, ça peut être intéressant. Oui, parce que ça permet de combler, d'apporter en tout cas des acides aminés essentiels. Oui, pourquoi pas. Ok. Et donc, après, tu as évoqué aussi la vitamine E, enfin une complémentation en vitamine E et éventuellement en bêta-glucane, ça c'est pour le côté immunité. Oui. Et vitamine C et vitamine B12. C'est ça? Oui, tout à fait. Non, je vois que c'est tout. Est-ce que tu as des choses importantes à ajouter? En conclusion, finalement, ce que j'aimerais dire, c'est qu'un diagnostic qui est précoce, finalement, avec un traitement médical et une gestion alimentaire, sont les 3 clés qui sont nécessaires pour bien gérer la progression de la maladie et en fait d'offrir au cheval un cadre de vie confortable et dans le bien-être en fait. Donc c'est tout à fait gérable si on essaie de gérer ces 3 points. D'accord. Et puis ça va être de la gestion environnementale, et l'alimentation est super, super importante pour cette maladie-là. On n'a pas parlé, et ça me fait penser, je ne crois pas qu'on ait vraiment parlé de l'herbe. Il faut faire très attention à ça. Oui, on peut faire un tout petit point sur l'herbe aussi. En effet, l'herbe est très, très variable en sucre et en composition. Donc, lorsqu'on sait que pas mal de chevaux ont des problèmes d'insulinémie et de glycémie, ces chevaux-là n'ont forcément pas trop intérêt à aller sur l'herbe parce qu'on ne peut pas contrôler en fait leur ingestion et on ne sait pas du tout comment cette herbe va affecter leur métabolisme. Donc, il faut faire attention, il faut rester vigilant. Ok, donc bien attention à l'accès à l'herbe. Super, merci Aneva. De rien, avec plaisir. Voilà, si vous voulez avoir encore plus de détails, il y a le live et le replay du live qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Et puis, on avait fait un article aussi avec une petite infographie sur le sujet et une petite vidéo récap des produits. Donc, n'hésitez pas à nous demander les contenus si ça vous intéresse. Et sinon, notre équipe de conseillers nutrition reste disponible si vous avez besoin de conseils personnalisés. Et puis Aneva aussi. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Oui. Merci à toi, merci à tous et à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt.